Bonjour, tout le monde. Tout d'abord, je suis très content d'avoir pu, vous inviter un si grand nombre, chez moi là, donc pour l'édition 2020 de l'Agile Tour. Ici, en fait, c'est ma salle principale là, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc je voulais vous parler donc, d'un sujet aussi qui me tient à cœur, comment éviter les tests, de bout en bout et livrer de la qualité. Donc je vais commencer la présentation. Voilà, donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle, Olivier Puech. Je suis coach et architecte DevOps, depuis 4 ans. Donc c'est ma troisième conférence à l'Agile Tour. Les précédentes étaient, Lean DevOps de l'indifférence à la connivence, DevOps et psychologie, de la performance. Cette année, c'est un sujet, technique. Donc j'avais l'habitude de faire mes précédentes conférences avec, ma partenaire, dans la vie et dans les conférences, Sophie, qui, pour des sujets techniques, est restée, sans voix cette fois. Le sujet présente, du code source qui est disponible pour vous. Donc l'Agile Tour, c'est dans l'esprit communautaire et donc qui dit esprit communautaire dit, partage de code source. Donc vous aurez accès en fait à tout le contenu, après, que vous pourrez aussi, travailler chez vous, l'améliorer, me le partager. Ça me fera plaisir, de voir ça ensemble. Donc dans cet esprit communautaire, j'ai voulu mettre, pour ceux qui aiment Hancock, le petit cœur, symbole d'espoir, et de communauté. Et je voulais remercier aussi, pour cette présentation, Tidjani, qui est un collègue qui est très impliqué dans la communauté, Azure de Québec et qui m'a permis en fait d'avoir l'infrastructure, le compte Azure pour, créer mon cluster, Kubernetes et autres. Et Sophie, si tu vois la conférence, ne t'inquiète pas si tu vois un cœur et Tidjani juste à côté, c'est juste, que je voulais parler d'élan communautaire. Pourquoi cette, conférence? Donc, comme je vous disais, je suis coach, depuis 4 ans et généralement, quand on accompagne des équipes, en fait, les équipes travaillent sur des systèmes assez complexes qui sont très interliés et on me demande en fait, quelle serait la bonne stratégie de test, pour nous là, pour qu'on arrive, justement à tester de manière efficace et donc, comme tout bon coach, DevOps, la réponse est assez simple. Je présente la belle et magnifique, pyramide, de tests où, il y a les tests unitaires qui doivent être faits en plus grande quantité, les tests, d'intégration et les tests de bout en bout qui sont plus hauts. C'est, la réponse classique quand on parle, de stratégie de test. Les tests unitaires, on voit en fait, un ensemble de services donc, de plein de couleurs différentes sur l'écran. Heu, les interactions entre eux, donc par exemple du service jaune au service orange, c'est un test, que l'on ferait d'intégration entre les services. Les tests unitaires que l'on voit donc dans la sous-partie rouge, c'est plus les classes entre elles que l'on va tester de manière isolée et les tests de bout en bout, en fait, c'est les tests, pour un scénario d'affaires de bout en bout et qui vont traverser en fait, tous les services. Quand on présente, cette pyramide, les gens en fait, sont rassurés de pouvoir, tester, leur scénario de bout en bout parce que c'est ça qu'ils veulent livrer et tester les éléments de manière isolée et dire que le tout marche est clairement stressant parce que c'est pas parce qu'un composant, tous les composants isolés fonctionnent de manière indépendante que l'ensemble fonctionne bien, que toute, l'interaction, fonctionne bien. Ça génère, souvent de la peur et dans les projets, comme on n'est pas rassuré, on a tendance à transformer cette pyramide en pyramide inversée. On a envie de faire beaucoup plus de tests, de bout en bout parce que c'est beaucoup plus, rassurant et on a tendance à tester de négliger les tests unitaires parce que, forcément, ils sont très isolés et en fait, on est plus inquiet de comment les choses interagissent que est-ce que la partie unitaire fonctionne bien. Très rapidement, les tests de bout en bout sont difficiles à maintenir et on en arrive à des tests manuels parce que, c'est plus facile de faire des tests de bout en bout, manuels, surtout en début de projet parce que, on a des workflows à 3 étapes, on a 3 services. C'est clairement facile au début et petit à petit, les tests manuels grossissent, grossissent, grossissent et ils deviennent énormes et ils prennent le pas sur, tout le reste. C'est quelque chose qui est assez, classique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu, mais c'est ça qui m'a motivé, à faire cette conférence. Heu, parce que, justement, on voit les 2 camps, donc de la pyramide d'un côté, qui veulent justement faire des tests isolés. De l'autre côté,
ceux du cône de crème glacée inversé, donc qui ont poussé pour faire les tests de bout en bout. Et nous, en tant que coach, on voit ça, on essaye de trouver des solutions et je pense que mes réflexions, sont assez intéressantes pour vous les partager, aujourd'hui, d'où l'idée de cette conférence. Je vais vous proposer, une solution par rapport à ça et je vais demander, à envoyer un petit sondage, en fait, pour que vous participez parce que, les présentations en remote, on n'a pas trop d'interaction, donc là, j'aimerais, qu'on puisse interagir. Donc, à partir d'un formulaire, j'aimerais avoir votre avis sur, est-ce que ce que je vous propose, vous le trouvez utile? Est-ce que vous le trouvez motivant? Donc est-ce que vous êtes prêt à y investir du temps? Est-ce que, vous le trouvez, atteignable dans le contexte dans lequel vous vivez? Et un ensemble de questions, mais pour après, échanger, à la fin. Donc, pourquoi ces réponses? Est-ce que vous avez des idées pour améliorer, des questions, des avis? Et si vous voulez changer après la conférence, laissez-moi votre courriel et je vous répondrai. Le dilemme que l'on voit donc, c'est d'un côté, les vendeurs de pyramides donc, que j'ai symbolés par, les Égyptiens, qui veulent en fait des tests, par petits composants. Et de l'autre côté, les vendeurs de crème glacée, puisque c'est un cône inversé là, donc voilà, qui veulent en fait tester le système en incluant toutes les interactions. Les 2 camps ont des bons avantages, des bons arguments. D'un côté, en fait, on veut que les tests soient indépendants, on veut que les feedbacks soient rapides, donc qu'il y ait une rapide exécution, stable et déterministe, parce que comme on isole toutes les dépendances, on est vraiment en contrôle et donc si un test passe, on sait qu'il passe toujours, alors que dans l'autre cas, de temps en temps, un test passe, mais quelque chose a été modifié dans l'environnement qui fait qu'il passe plus. C'est très difficile à diagnostiquer. Ils sont plus faciles à maintenir puisque c'est beaucoup plus ciblé. Et après, un autre point que j'ai rajouté, c'est que, il n'y a aucun enjeu de sécurité à exécuter, des tests, on va dire isolés, puisque toute la partie sécurité est isolée. Alors que dans l'autre cas, beh, forcément, on est, obligé de créer des utilisateurs fictifs. On peut pas on a envie de copier les données de la prod vers un environnement isolé, mais là, il y a tous les problèmes de confidentialité, de réplication, d'anonymisation. Et donc de l'autre côté, ceux qui veulent, faire des tests de bout en bout, donc avec les interactions, le gros argument qui est quand même vraiment pas négligeable, c'est la confiance pour mettre en prod parce qu'on teste vraiment le système et pas des petits bouts. Donc on sait qu'il marche. On peut voir en fait, ce point-là sur, un autre angle en fait, c'est le coût d'un changement. C'est-à-dire en fait que, plus le temps va passer, plus le workflow va passer de 3 étapes à 10, à 15, à 50. Le nombre de services va passer pareil de 3, 10, 50 et la stratégie de faire des tests de bout en bout va marcher assez facilement au démarrage parce qu'on peut même faire des tests manuels, mais plus le temps va passer, plus la complexité va monter, plus ça va être difficile à tenir sur du long terme parce que le coût d'un changement va être énorme pour être capable de maintenir ces tests. Alors qu'en utilisant les tests de manière plus isolée, on arrive à gérer cette montée en complexité. Le défi, c'est comment on arrive à avoir, le meilleur des 2 mondes, donc les avantages des tests en petits composants et comment on arrive à tester aussi les interactions. On aura ainsi confiance pour mettre en production, on aura cette complexité à mesure que le projet, se développe, on va réussir à la maîtriser et les tests manuels, c'est bien beau, mais ça crée du chaos parce que, c'est pas forcément standardisé comme, un automate qui exécute des tests. Donc on veut arriver à avoir des mises en production, en cliquant, en déployant, donc pas de chaos. Tout est reproductible. Donc par rapport à cette solution, je vais vous proposer des indices. Donc le jeu, c'est d'arriver à le trouver avant que j'en parle. L'indice 1, c'est que dans la pyramide de tests, là, on va pas mal se focaliser sur des tests, d'intégration. C'est en fait les tests, un peu oubliés. On parle beaucoup des tests de bout en bout quand on parle de pyramide de tests, de tests unitaires. On parle jamais trop des tests, d'intégration. Le deuxième indice, c'est qu'on veut, dans un pipeline, de compilation et de déploiement, donc on a du code source, on le met dans un repository, par exemple Git. Quand on le range, ça déclenche une compilation qui est la phase de build. Une fois que c'est compilé, on veut le déployer dans des environnements de test, accept ou prod une fois que c'est packagé. On veut se focaliser vraiment sur l'exécution des tests, mais au niveau de la partie intégration continue.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire dans la partie déploiement au niveau de l'environnement, mais on veut maximiser les tests au niveau de la partie intégration continue. L'autre indice, c'est un concept de plugin. Donc, on voit un ensemble de services, là, le service orange, le service vert, le service jaune, le service bleu, qui interagissent les uns les autres. Et si on se focalise sur le service orange, la question qu'il faut se poser, c'est que oui, je vais tester en fait au niveau de mon service tout ce qui le compose, mais après, pour être sûr que quand je vais me déployer dans un environnement, je vais fonctionner, je vais me focaliser sur les dépendances avec le service gris, le service bleu et le service vert. Et donc la question, c'est un peu comme quand on va à l'hôtel et quand on branche une lampe, on veut que la lampe elle fonctionne de manière indépendante. Et après, le seul truc que je veux vérifier, c'est au niveau du branchement. Est-ce que l'hôtel a l'électricité? Donc, je vais tester ma dépendance et juste ma dépendance. Et donc, je ne vais pas tester tout l'hôtel à son complet. Je vais juste tester la lampe et l'interaction avec l'hôtel. Et si les deux fonctionnent, ben, ça veut dire que je vais être assez confiant pour aller plus loin. Donc, vraiment la même logique. L'indice 4, c'est que ce test d'interaction, on peut le faire en deux temps. Ce service Orange, il peut expliquer, il peut publier des contrats. Donc, je m'attends en tant que service Orange que mes dépendances aient tel comportement. Quand j'envoie telle requête, je m'attends à tel résultat. Je le mets sous forme de contrat. Et ensuite, de manière indépendante dans la partie intégration continue, le service gris va prendre le contrat, va exécuter le test sur lui et va vérifier qu'il est conforme à l'attente du service Orange. Le service bleu, pareil. Le service vert, pareil. Je veux aussi vérifier que, que les contrats, ça marche pour la version 1.2 du service Orange et le service gris qui est à la version 4.6. Donc, je vais être capable de vérifier que la version que j'ai testée dans la partie intégration continue, c'est la version qu'il y a dans l'environnement cible. Que je répète ici, donc c'est exactement la même idée. Je veux tester donc les versions au moment du déploiement. La partie indice 4 s'appelle du Consumer Driven Contract Testing, que je vais développer plus dans cette présentation. Et l'indice 5, c'est les principes de health check, où on va tester les dépendances et quelles sont les versions. On va rendre cela plus concret donc, avec un vrai cas. Donc, on a plusieurs services, un service gris, bleu, orange, vert et jaune. Ce sont des radars à objets. On va commencer en fait à l'état initial, donc c'est un processus, un workflow comme vous avez en fait dans votre vraie vie. Le service gris a détecté que certains nuages étaient gris. Le service orange a détecté qu'il a trouvé dans une cuisine une orange qui est de couleur orange, une banane d'un côté et une pelouse pour le service vert. Ensuite, premier scénario end-to-end, en fait, c'est l'automne au Québec, dont le service vert va détecter que les feuilles peuvent être vertes, donc ça commence au mois d'avril. Ensuite, il va détecter ce service vert que les feuilles peuvent aussi être jaunes. Et là, le service jaune, par requête périodique, va prendre cette information et dire ah ben oui, moi, si la feuille peut aussi être jaune, je la veux aussi dans ma base de données. Service orange, au mois d'octobre, va détecter que les feuilles peuvent être aussi oranges, donc à partir de tout ce flux. Et ensuite, le service gris, ben, c'est à la fin du mois d'octobre, on va détecter ben, que les feuilles peuvent aussi être grises. Autre scénario, donc road trip en famille. Donc on est le 15 octobre, on part avec une voiture bleue, on croise, les enfants découvrent que les voitures peuvent être d'autres couleurs et les autres services attrapent l'info. Cette fois, on est dans un système push. Je trouve, je pousse. C'est la même chose, mais présentée différemment, donc plutôt un diagramme de séquence. Ce que l'on voit d'intéressant, c'est que, il y a des états. Le service vert à l'état initial, à l'état une fois qu'on a trouvé que la feuille peut être verte, quand elle peut être jaune, quand elle peut être orange, quand elle peut être grise. Le service jaune a moins d'états parce qu'il y a l'état initial, il y a quand la feuille est jaune, quand la feuille peut être orange et grise, et cetera, et cetera. Le scheduler, c'est pas quelque chose que j'ai choisi de développer dans cette présentation-là, mais la solution contient un système de scheduler avec beaucoup d'intérêt au niveau des jeux de dates dans les tests de bout en bout. Donc, comment on peut arriver à simuler les dates? On pourrait aller plus loin avec ce raisonnement-là.
Au-delà de cet exemple, vous pouvez réfléchir à d'autres solutions chez vous. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec la solution, ça permet d'avoir un côté concret ces exemples pour travailler et discuter entre vous. Autre étape, donc, les services ont des versions. Donc, dans la partie CI, on veut tester pour, par exemple, le service jaune. Est-ce que, côté, de mes responsabilités, je fonctionne bien? Donc là, ça peut être des tests unitaires. On peut imaginer des approches BDD pour le faire, mais on est vraiment isolé à ce que moi je fais de manière autonome. Je teste après mes interactions avec le service vert. Donc, est-ce que ma dépendance, elle fonctionne bien? Et après, je veux être capable, côté service vert, de simuler les états et le temps. Donc, il faut que je dise, en tant que service jaune, quand le service vert est à l'état initial ou est à l'état après la feuille verte, après la feuille jaune, je vais être capable de faire telle action. Et je veux être capable de tricher sur le temps. Même chose pour le road trip en famille, hein, je n'ai pas besoin de détailler beaucoup plus. Donc, on arrive plus à la partie solution et mise en place. Donc, c'est une nomenclature, de Google, donc pour vérifier l'état de santé d'un service, donc par exemple le service jaune, je veux être capable, une fois que je suis en production en tant que service jaune, de savoir en fait si j'arrive à me démarrer correctement. Donc là, s'il y a une erreur parce que le fichier de configuration ne fonctionne pas, c'est dans cette phase-là que je vais vérifier que j'ai un problème au niveau de mon état de santé. Côté Kubernetes, c'est le concept de live prod. On va brancher, ce concept au live prod de Kubernetes. Deuxième état, une fois que je sais que j'arrive à démarrer, c'est est-ce que j'arrive à tester mes dépendances? On pourrait imaginer, est-ce que j'arrive à accéder à telle base de données, à tel répertoire de données? Mais là, dans notre cas, c'est les dépendances avec les autres services. Et donc là, c'est côté Kubernetes, le concept de ready probe, où on voit justement si on arrive vraiment à avoir tous les prérequis pour fonctionner correctement. Le niveau d'après, c'est les dépendances à la bonne version. Et là, donc côté Kubernetes, c'est le concept de startup prod et le niveau au-dessus, donc c'est les dépendances qui se comportent comme prévu et là, donc je vais utiliser, une librairie qui s'appelle Pact et qui va s'exécuter dans la phase, de build. La partie startup prod, je l'ai mis un peu dans l'idée au moment du déploiement parce que c'est dès que le container démarre, on le teste une fois, mais après on ne le reteste pas de manière, fréquente. Notre service bleu donc a plusieurs points d'entrée pour, gérer cette gestion des états de santé. Donc il y a le point d'entrée où il va écouter le live, où on lui demande: «Est-ce que tu es en vie?» Ready: «Est-ce que tu es prêt?» Startup, donc est-ce que tes dépendances sont à la bonne version? Et la version où tu vas répondre à la version que toi tu es. Le service gris, la même chose et ce qui est intéressant, c'est que donc si en tant que service bleu, on me demande si je suis prêt. Moi, je vais demander à ma dépendance au niveau du live, est-ce qu'elle, elle est en vie? Si on me demande au niveau du startup, est-ce que ma dépendance est à la bonne version? Je vais demander sur le niveau version de mon service gris, est-ce qu'il est à la bonne version? Côté pacte, donc pour la partie haute de la pyramide, donc est-ce que les dépendances se comportent comme prévu? On a le service bleu et le service gris. Au départ, en fait, côté service bleu, on va écrire, le contrat que l'on disait. Donc, étant donné tel état, quand je vais telle requête, je m'attends à telle réponse. Et du côté service gris, on va écrire un test qui dit: «Beh, je veux vérifier le contrat, de tous les services qui dépendent de moi et je dois aussi gérer mes états». Donc je dois dire pour telle, chaîne de caractères, state, je dois charger ma base de données. Ensuite, donc, dans la phase de compilation, on donne un numéro de version forcément quand on compile. On exécute le test. Donc, je vous montrerai plus de détails après. On publie dans le gestionnaire de contrat le contrat qui a été défini. Et le service gris, de son côté, va lire le contrat, va résoudre sa version, exécuter les tests et publier les résultats pour sa version. La notion de tag, on la verra un petit peu plus tard. Au niveau donc du déploiement, on va vérifier, que le service gris a bien publié ses résultats et qu'ils sont réussis et ensuite on va déployer dans Kubernetes
Et là, dans Kubernetes, on va vérifier au démarrage que le nom et la version de la dépendance sont corrects en utilisant de l'autre côté Swagger. La partie grise est optionnelle, c'est peut-être pour aller un peu plus loin, donc la disponibilité de dépendance avec le live prop. Certaines personnes ont peur à cause des cascading failures de le faire, c'est pas quelque chose de grave si on ne le fait pas. Il y a d'autres solutions que j'ai mis en annexe. Maintenant, je vais vous présenter une visite guidée de la solution. Donc ici, vous voyez un écran Kubernetes, dont on voit qu'on est dans l'espace de nom dev parce que c'est là où j'ai mis mes services. On voit qu'ils ont été déployés avec succès, donc chacun a sa couleur. Le serveur, la partie ingress, c'est ce qui va permettre de rendre accessible à l'extérieur les services, donc avec une adresse IP. Ici, on voit les répliques assets, donc il faut voir les déploiements, par exemple du service bleu, comme la gestion de bout en bout du service, et les répliques assets, c'est des versions. Donc au premier déploiement, il y aura un réplique asset qui va définir justement les pods que j'ai besoin pour m'exécuter. Quand on va passer à la version 2, le réplica set va dire j'ai besoin de 0 pod. Il y aura la version 2, donc un nouveau réplica set, qui lui va avoir le bon nombre de pods. Donc avec Kubernetes, un déploiement contient plusieurs réplica sets, donc version 1, version 2, version 3. Et les pods, c'est vraiment le conteneur qui a été instancié avec l'application et prêt à fonctionner que l'on voit ici. Les services, c'est ce qui permettent d'avoir des fonctionnalités de load balancer pour tous les pods qui sont pour un déploiement et qui sont actifs pour balancer la charge. Donc c'est un point d'entrée pour accéder à un service, mais à l'intérieur du cluster, pas depuis l'extérieur. Ici, on voit dans les pods en fait que les health checks ont été un succès. Et ici, on voit donc la partie ingress, comme je vous disais, c'est la partie qui permet d'accéder depuis l'extérieur en fait au cluster avec une adresse IP qui a été fournie de manière automatique. Et si on va dans la fonctionnalité d'édition de Kubernetes pour cette ressource ingress, on voit par exemple pour le service jaune, pour y accéder, il faut taper l'adresse IP/yellow et ça va rediriger vers le service, donc le load balancer que je vous parlais, qui s'appelle Yellow et donc tout va être retrouvé de manière automatique. Donc si vous ouvrez Google, ça va fonctionner. Donc là, vous pouvez faire le test chez vous, ça va fonctionner. Donc vous prenez l'adresse IP/yellow elf live et donc vous aurez la preuve que le service est opérationnel. Ready pareil et startup pareil. Si vous tapez /swagger, ça va rediriger vers Swagger index HTML et là on voit en fait le nom du service, on voit son numéro de version et on voit toutes ses API. Event Simulator et Start Synchronisation, donc c'est tout ce qui est pour la partie scheduler. Je ne me suis pas focalisé pour cette présentation sur cette partie-là, même si elle est intéressante, mais sur les deux derniers, United Caller, donc le deuxième get, où on a les fonctionnalités de recherche, et le dernier, où il y a la fonctionnalité de upsert. Juste pour info, si vous tapez /Ankfire, donc c'est le serveur qui permet de faire les tâches planifiées, donc justement pour tout ce qui est Event Simulator ou Start Synchronisation, donc ça c'est plus pour les curieux. Donc là c'est un peu violent, mais c'est pour vous présenter un petit peu toute la solution. Donc là on est dans Azure DevOps, on a rangé le code source d'une version, il y a la compilation qui est en train de s'exécuter, on exécute les tests et donc pour notre service jaune, j'ai regroupé en une seule compilation tous les services pour des raisons de démo. On s'entend que chaque service devrait être à part, mais là, moi, il n'y a qu'une seule solution pour tous les services parce que c'est plus facile à gérer pour les démos. Mais donc le test pour la partie Yellow, on la voit ici, on utilise du .NET Test qui est le point classique et ensuite on publie donc sur le serveur Pact Broker, le fichier JSON qui a été généré par le .NET Test et qui est donc le contrat. Plus haut, on voit les définitions et les liens vers ce Pact Broker, donc quelle est son adresse et le token qui est une variable injectée dans le pipeline YAML. À quoi ressemble donc Pactflow ici pour le service Yellow vert green? On voit que c'est un succès. Et il y a une page en fait de configuration où il y a la gestion des tokens. Et c'est ce token-là qui est injecté après dans le pipeline YAML.
Une fois qu'on fait le déploiement, pour le service jaune, en fait, il y a 3 étapes. Est-ce que je peux déployer? Donc là, c'est une commande qu'on exécute où on interagit avec le pack broker qui nous dit que tout va bien. Donc lui, il détecte automatiquement que le service jaune, il dépend, de blue, de orange et de green dans l'autre sens et donc tout va bien. Et la partie tag, c'est en fait une fonctionnalité donc quand on est en train de compiler, on voit qu'il y a le tag dev que l'on avait mis, depuis le début et une fois qu'on rajoute cette fonction de tag, ça rajoute un deuxième tag pour dire que, il a été vérifié et il a été tagué. Ça permet de gérer les environnements si on a dev, accept, prod, ça permet de taguer où et quoi. Maintenant donc on va faire la démo, dans Visual Studio. Ici, donc vous voyez en fait, un test d'intégration, classique. Je démarre mon service, j'utilise le startup qui est donc, le composant, le point d'assemblage de mon application en .NET Core. Je crée un client, je lui envoie une requête HTTP, donc là je l'ai fait pour, justement la partie Swagger et ensuite, beh, j'ai toutes, j'ai les réponses, je reçois le titre, la version et je vérifie que donc, tout est correct par rapport à ce que j'attendais. Un autre exemple ici, donc je charge le serveur, je génère le client, je crée mes critères de recherche pour mon upsert et je les injecte dans l'URL puisque c'est une URL query là, donc je fais une conversion après en HTTP query ici et je vérifie que tout est correct. Donc là, ce que l'on veut, c'est arriver à un niveau, supérieur. Donc, ici, en fait, c'est le point où on va définir, le contrat. Donc là, dans le serv je suis dans le service gris et donc là, je vais définir mon contrat avec le service orange ici. Donc, il y a une initialisation que je vais vous expliquer juste après qui est assez simple et ensuite donc là, je crée mon client et là, j'utilise donc, le mock provider donc qui va créer en fait un service factice qui va simuler le comportement orange où je lui dis le contrat donc étant donné tel state. Quand je f quand je fais, j'envoie telle requête, hein, je m'attends à tel résultat et ici, c'est le titre, en fait, de l'interaction. On a et après on vérifie comme dans un mock que l'interaction a bien eu lieu, donc est-ce que j'ai vraiment interagi? Plusieurs exemples ici, donc de plusieurs combinaisons. Je vous avais parlé donc de la partie, chargement avec le mock provider. C'est juste en fait qu'on dit que c'est pour ah excusez-moi? J'ai une petite question. Oui? Ici, il y a quelqu'un qui pose la question, pourquoi le try-catch est inutile? Il ne va que faire perdre son slack track. On fait le throw X au lieu de throw. Non? Je ne sais pas de quoi excusez-moi là je hop, le try catch. Ouais. Pourquoi le try-catch est inutile? C'est une question qu'on pose ici. Là. Je ne sais pas si c'est le contexte. F ça peut être enlevé. En fait, je mettais du F9 là pour voir certaines choses là, mais il y a aucune raison. Il peut être enlevé tout à fait. Ça a même pas de sens, mais ça catche quand même l'exception et ça la remonte. Mais c'est plutôt pour du mode debug que j'ai pas pensé à enlever donc c'est juste moi qui ne l'ai pas fait. Eh bon, merci. C'est pour que le Voilà. monde soit attentif. Non, mais c'est bien, j'aime. Donc pour charger les données, il y a un objet, qui hérite d'un objet de base et donc là, c'est pour dire, tu simules en fait au port, 9203 l'interaction entre gay et orange. C'est ça qui va générer après le fichier JSON qui après va être publié. Maintenant, comment ça fonctionne, du côté, service, ah oui, il y avait un point que je l'ai ouais, c'est ça. Dans, un autre point, c'est qu'ici l'interaction, elle se fait en fait avec l'objet gateway qui est le point, le composant du service gris, qui est, excusez-moi, ça va être le enfin, on est dans un test, on utilise le composant qui va interagir avec la dépendance que l'on voit, ici et on arrive à cette interaction. Donc là, c'est juste pour la partie health check, où j'ai mis l'interaction et ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a la partie HTTP client qui est enveloppée. Donc quand je fais une fonctionnalité de recherche, j'appelle telle requête HTTP, j'appelle telle autre, et cetera. Donc c'est ce composant-là qui est testé. Le fichier JSON qui est généré ressemble à ça et c'est lui qui va être publié.
Tac, 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 voilà. Et après donc, du côté, du serveur, du service Orange, on a, là, on va tester donc là, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une commande qui permet de dire, «Je suis le service Orange, les states vont être gérés par cette URL et tu vas exécuter les données qui sont stockées dans le packet broker qui est à telle URL», donc j'ai mis ici avec, toute la gestion des tokens. Un point important toujours, c'est le chargement, du serveur où les requêtes HTTP vont être exécutées, où là, en fait, on n'utilise pas le startup, mais le from all startup que je vais vous montrer ici, où là, la partie importante, c'est l'utilisation d'un middleware qui va gérer les states. Et cette gestion des states, on la voit ici. Donc, je mets toutes les chaînes de caractères associées avec des fonctions. Les fonctions permettent de charger justement les jeux de données. Donc, dans mon cas, je simule le temps. Donc, en fait, le serveur va croire qu'il est en 2019 0101. Et là, c'est juste la partie initialisation qui est chargée. Celui-là, donc je mets une autre date et je rajoute la feuille qui est à la fois jaune et à la fois orange. Et là, je rajoute la feuille, la possibilité que la feuille peut être à la fois verte, jaune, orange et grise. Maintenant, on va aller voir la partie packet broker. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble ici. Donc, on voit toutes les interactions qui ont été poussées en fait. Donc, on a une vision des contrats. Le contrat est défini ici. Donc, par exemple, pour ce premier scénario, on sait qu'en envoyant tel URL query, je m'attends à voir le statut de ça, à voir tel header. Au niveau des autorisations, c'est géré. Il faudrait imaginer un middleware, un peu comme le provider state, mais pour gérer l'authentification. Donc, il y aurait un en-tête avec un token de sécurité qui serait simulé sans interagir avec un service d'authentification. Et donc là, on voit toutes les interactions qui permettent en fait de vérifier que l'interaction fonctionne correctement. Donc là, avec un exemple concret. On peut avoir une vision plus haut niveau où là, on voit tous les services qui interagissent. Donc on voit que le service bleu pousse toutes les interactions à tous les autres composants. Et on voit que le service green, on tire ces infos jusqu'au service jaune. Après le service jaune, on lui tire ces infos du service orange et là du service gris. Donc là, on voit vraiment toutes les dépendances entre nos interactions. Voilà, donc l'embrayage est peut-être un peu brutal, je viens de le voir. Heu, Sam Newman qui a écrit, Building Microservices, dans un de ses blogs justement, la question qui est posée c'est, «Est-ce qu'on doit continuer à faire des tests end-to-end?» et sa réponse et que la plupart des gens qui ont mis en place des microservices ont réussi à retirer leur besoin, de faire des tests end-to-end. Donc ils continuent à en faire, mais ils ont eu une stratégie qui leur permet d'éviter d'en avoir besoin. Et comment ils ont réussi à faire ça? Grâce au CDC, donc Consumer Driven Contract que je vous ai présenté, and Improve Monitoring. Donc le health check est une forme de monitoring où on fait des tests. Forcément, on peut aller beaucoup plus loin dans ce concept de tester en prod, c'est une première étape. Un point qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que les tests end-to-end ont beaucoup de désavantages, que j'essaye moi d'illustrer par ce point de rupture. Au départ, c'est facile parce que c'est petit, mais quand ça grossit, on n'est plus capable parce que c'est beaucoup trop complexe à maintenir. Donc c'est une histoire de temps avant de ne plus être capable de maintenir les end-to-end tests. Et donc là, on n'a pas le choix de trouver une solution. C'est juste une histoire de temps. Pour ça donc, si on fait un résumé aussi sur, Pact, c'est une librairie qui permet de gérer beaucoup de langages. Donc, on peut avoir du JavaScript, on peut avoir du .NET Core, on peut avoir du Java, ce qui permet vraiment de tester, toutes les interactions intersystèmes. Donc on pourrait avoir de la documentation générée automatiquement pour savoir quel système interagit avec quel autre
puisque le langage n'est pas important, il a toutes les librairies pour tous les langages connus, avec un scénario intéressant parce que souvent quand on veut faire des tests end-to-end, c'est pour tester la partie UI. Il y a une librairie, Pact qui permet de faire du JavaScript. Donc on peut faire des tests du composant, page web, où on a un serveur factice qui va simuler les interactions et ensuite, on peut, vérifier que l'API est compatible avec les contrats qui ont été définis par la partie UI et cetera, quel que soit le langage au niveau API, quel que soit le langage au niveau service. Ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on a de la documentation des interactions, ça permet de plus facilement voir, démêler et simplifier les dépendances, qui est, en développement agile, le point le plus difficile, à mettre en place. Ça permet le développement en parallèle parce que, on peut définir un contrat d'un côté, je suis le consommateur, je définis un contrat parce que je m'attends que tel provider et tel, fasse tel développement. Mais moi, je peux continuer à travailler parce que j'ai un mock qui simule mon service provider, donc je peux travailler même si lui n'existe pas. Et les autres, petit à petit, on les teste de quel consommateur a besoin de quel cas. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe et une capacité de travailler en parallèle entre le consumer et le provider, au lieu d'être toujours interbloqué en attente que telle personne ait fini tel, développement. Un autre point, c'est que ça permet, justement d'avoir de la documentation et de connaître les flux de données et de savoir quelles sont les données qui sont à sécuriser. Des fois, c'est très difficile d'avoir cette documentation dans les organisations. Et donc, j'imagine que dans votre tête, vous dites, «Olivier, c'est super beau tout ce que tu dis, mais moi j'ai des diagrammes qui ressemblent plus à celui qu'on voit à l'écran. Il y a des dépendances dans tous les sens et donc, utiliser Pact, dans ces conditions-là, ça serait une usine à gaz tout autant que ce que l'on a aujourd'hui». Et la question que je vous pose et c'est est-ce que, vous êtes organisé en pool de ressources pour le système qui, dès qu'il y a une urgence, telle équipe est attribuée en fait à tel projet et en fait, ou est-ce que vous êtes plutôt organisé justement, heu, en équipe pour une partie de domaine complexe? Donc, il y a cette partie-là qui est importante, c'est comment en fait les équipes interagissent, entre elles. Heu, donc, c'est un peu la même idée que dans les tests end-to-end, c'est que quand, on voit ces diagrammes très compliqués ou que toutes les ressources travaillent sur tous les projets en même temps pour un système, c'est toujours la volonté de faire efficace partout en même temps. On veut produire, 100 de son temps. On veut faire des économies d'échelle, ce qui est très louable et c'est toujours le même problème que les tests, end-to-end, c'est que ça marche au début, mais ça ne scale pas. C'est vraiment la même problématique. Et dans ma réponse, c'est toujours de penser à moi de plugin. Donc, au lieu d'essayer de faire efficace partout à la fois, c'est je vais me focaliser sur une équipe. C'est quoi qu'elle a besoin pour être efficace? Elle a besoin d'être assez autonome pour pouvoir se responsabiliser et assez autonome pour pouvoir vérifier ce qu'elle fait sans dépendre de plein d'autres équipes. Donc, par rapport en fait à un pool de ressources qui travaille sur plein de services en même temps, en fait, il faut voir comment optimiser les dépendances entre les équipes avec les concepts de team topologie. Donc, il y a des équipes plateformes qui offrent des services sur étagère. Il y a des services qui vont fournir des services compliqués. Par exemple, Kafka est un composant relativement complexe qui demande beaucoup d'expertise. On peut dédier une équipe justement à l'utilisation de Kafka. Les équipes alignées sur les flux, elles vont quand même interagir les unes entre les autres, mais il faut vraiment qu'il y ait une logique délimitée par rapport au domaine d'affaires. Donc, si on a une grosse plateforme, on peut dire qu'il y a une partie plus pour la partie vente, plutôt pour le processus d'achat et une pour la partie service après-vente. On peut délimiter ce gros système en plein de sous-parties pour justement simplifier et qu'il y ait des flux où ce soit beaucoup plus simple et qu'on n'ait pas les diagrammes horribles que l'on voit dans l'autre. Et les équipes Enable, c'est des équipes, comme moi en fait en tant que coach qui sont là pour aider les équipes, avec des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire. Ça peut être les équipes sécurité aussi qui ont ce rôle-là, des équipes de designers UX et cetera et cetera. Donc la question, c'est comment elles interagissent ensemble. Et l'autre point, c'est, de réfléchir à optimiser la charge cognitive des équipes, hein. C'est que si on travaille sur tous les systèmes, on est obligé de comprendre tous les systèmes et on est tenté à créer des dépendances entre les systèmes. Alors que si on fait vraiment une meilleure délimitation et qu'on réfléchit aux interactions entre les équipes, on va avoir une stratégie pour les optimiser et ça va permettre de réduire la charge cognitive des équipes. Au lieu de tout connaître,
elles auront une partie beaucoup plus petite et avec des diagrammes qui ont beaucoup plus de sens. Et là, Pacte va prendre vraiment tout son sens. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette présentation, donc, qui arrive à la fin, c'est que si on veut éviter les tests de bout en bout, il y a plusieurs astuces pour cela. Donc, la pensée plugin. Donc, au lieu de penser de bout en bout toutes les solutions, c'est en fait, j'ai un service ou j'ai une équipe. C'est quoi ces dépendances avec les autres services ou avec les autres équipes? Et comment en fait je peux avoir cette même fonctionnalité que les lampes dans une chambre d'hôtel, mais vraiment généralisée au concept de service. Et comment je vais gérer cette interaction? Et Pact est une solution de gérer toutes ces interactions. Après, les dépendances, il faut à la fois les éviter, mais d'abord, avant de les éviter, il faut être capable de les gérer. Et tout dépend de là. Et la présentation de Klaus ce matin, justement, parle beaucoup des dépendances entre équipes. Ma présentation parle des dépendances d'un point de vue plus technique, mais c'est toujours le nerf de la guerre, c'est comment optimiser les dépendances. Et après, comment on est capable de se vérifier. Donc, dans mon exemple, on a déployé un prod, mais il y a des systèmes de health check qui vérifient qu'un prod, ça fonctionne bien. Ce n'est pas une fois qu'on a mis un prod que tout est terminé. Comment je fais pour savoir que les choses fonctionnent bien? Comment une équipe peut savoir si sa stratégie de test fonctionne bien? Il faut être capable de se mesurer. On peut parler là de métriques DevOps dans ce sens-là, mais il faut toujours savoir comment se vérifier parce qu'on peut avoir des bonnes idées et que finalement on n'a pas de retour et on peut se rater. Si on arrive à voir ces 3 points, ben, on va gagner en confiance sur ce qu'on livre, on va maîtriser la montée en complexité et on va avoir moins de chaos parce que tout est plus automatisé. Donc ben, la conférence est terminée, donc on est à la période des questions. J'en avais déjà une petite question. Là. Je savais qu'elle était sur la fin, c'est pour ça que je t'ai pas, je t'ai pas coupé là-dedans. Donc, Jonathan demande comment feriez-vous un test d'intégration avec un service qui demande de l'authentification? Est-ce qu'on essaie de bypasser l'authentification pour les tests? C'est exactement la même logique en fait qu'avec le provider data, donc c'est un middleware, quand tu fais de l'authentification. Et en fait, il y a des exemples, si tu vas sur pact.net core, ils ont des exemples, ils ont peut-être pas fait assez de refresh, mais le principe est bien illustré. Ils ont en fait un middleware d'authentification qui va être un middleware d'authentification factice. Et parce que le but, c'est de tester l'interaction entre un service et un autre. Et donc, on veut tester, est-ce que quand je joue le rôle de tel groupe, donc je suis un utilisateur de tel groupe, quand j'ai telle interaction, est-ce que j'ai une erreur accès non autorisé ou est-ce que j'y ai accès? Et donc là, tu as un middleware fictif avec des tokens fictifs. Et après, ça va se retraduire au niveau du contrat, au niveau des headers, parce que dès que tu t'authentifies, ton token est dans le header, et donc c'est quelque chose que tu vas voir au niveau de ton contrat. Et c'est la même logique avec le provider state, c'est étant donné tel jeu de données quand je fais telle action, mais là en fait, il y a la même logique, hein, mais avec l'authentification. Donc quand j'ai le token de tel groupe, quand je fais telle action, je m'attends à tel résultat. C'est un peu la même logique. Je voulais le présenter, mais j'ai pas eu le temps, mais ça fait partie des sujets d'intérêt. Donc, si vous avez de l'intérêt, on pourrait voir ça ensemble parce que c'est des choses sur lesquelles je veux travailler. J'ai un autre test, là, ça commence. Là. OK. J'ai Julien qui demande est-ce que votre approche ne retarde pas le moment où l'on attrape une incompatibilité, puisque selon ma compréhension, c'est le consumer qui devra avertir le propriétaire d'un service que le contrat est brisé? Exact, c'est une très, très bonne question. Le gros changement, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler, c'est que de manière générale, en fait, on est un provider, on fait nos tests d'intégration en tant que provider. Et on ne se pose pas trop la question de nos clients. Donc, on est responsable de nos tests. Et là, en fait, c'est des tests qui sont faits par nos clients. Donc, c'est vrai que c'est perturbant au départ. Et après, si tu ne veux pas ralentir en tant que provider, j'ai donné des exemples, en fait, de tests d'intégration classiques où moi, je suis un provider et mes clients ne sont pas prêts. Bah, je fais mes tests classiques d'intégration tant que et puis ça peut être de la documentation pour eux, mais dès qu'ils vont arriver, eux, ils vont rajouter leur contrat. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si le consumer n'est pas prêt, on peut créer nos tests d'intégration classiques et j'ai des exemples dans mon code source pour les faire.
Rémi demande comment tester les side effects d'un endpoint, donc les pub sub, courriel, Les pub sub. PubSub, là, c'est Publish and Subscribe. Il y a la version que j'ai présentée, là, c'est avec .NET Core, c'est des très bonnes questions. C'est avec Pacte 2.0, qui est une limite pour le moment .NET Core, et avec la spécification 3 de Pacte, qui est un cours de développement qui existe déjà pour Java et autres. On peut tester des PubSub. Donc, c'est quand je m'abonne à tel événement. Enfin, je me rappelle plus exactement la phrase, mais en fait, c'est géré, donc un pub-sub, donc et que tel publisher soumet, alors j'ai tel comportement. Donc il y a le phrasé qui est différent pour gérer cette interaction pub-sub qui existe. Pas disponible aujourd'hui en .NET Core, mais disponible en Java et d'autres langages. OK. J'en ai un autre. Comment tu vois les changements qui doivent être apportés à des systèmes plus centraux comme des bases de données? Mais déjà, les bases de données, c'est mieux que les services aient directement accès à leur base de données. Si on a une base de données centrale qui contient toutes les données, ben, on n'a pas réussi à déjà éclater la sous-partie. Les bases de données, c'est la partie difficile. Donc, Pacte recommande en fait que les tests de bases de données soient plutôt faits avec des bases de données in-memory, ce qui, à mon avis, est une mauvaise réponse pour vous parce que j'imagine qu'avec cette question, c'est un vieux système avec des procédures stockées et autres. Euh, il faut être capable de couper les bases de données en plus petites parties. Et après, si on n'y arrive pas, mais le chargement de données va devenir problématique puisque tout est basé sur la logique de provider state. Donc, quand je reçois telle requête, je charge tel jeu de données. Voilà, donc dès qu'on a une base de données qui est centrale, c'est quand même difficile. Et c'est toujours un peu la logique d'un mon diagramme, c'est un peu le découpage entre équipes dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a envie d'avoir une grosse base de données parce qu'il y a une équipe qui est capable de comprendre la totale. Et en fait, on est obligé d'avoir une grosse charge cognitive parce qu'on est obligé de connaître toute la base de données. Et donc, comment on arrive à l'éclater? C'est vraiment cette dynamique d'équipe qui doit réduire sa charge cognitive et qui doit donc dire je suis une équipe alignée sur un flux. Donc là, si tu as une base de données centrale, c'est pas une équipe alignée sur un flux. Elle peut devenir plateforme ou enabler. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau dynamique d'équipe. Et à mon avis, c'est sur ça que tu devrais travailler, cette logique de plugin en tant qu'équipe. Est-ce qu'il existe l'équivalent des outils que vous avez présentés pour le développement d'applications desktop? Mais là, c'est plutôt la logique pour faire des tests au niveau des services. Donc, tu peux avoir un desktop qui est la partie client, qui est un .NET Core, qui interagit avec un service. Et donc là, ben, tu as un client qui est ton desktop. Je parlais tout à l'heure de JavaScript pour la partie un site web, mais c'est la même logique, qui va interagir avec une API, qui va interagir avec un service. Et donc, tu auras le lien desktop, API, service. Et donc, c'est l'interaction entre ton desktop et l'API que tu vas documenter avec Pack. Donc, c'est le même outil. Comment gérer ce genre de principe avec du legacy qui est difficilement moquable? C'est une très bonne question. Et en fait, c'est des petits pas. Donc, quelle est la partie c'est une question difficile. Et la réponse, en fait, c'est où c'est que ça a le plus de valeur. Donc, est-ce qu'on peut découper d'un point de vue affaires? Est-ce qu'il y a des services ou des parties de ton code legacy qui changent le plus souvent? Ou que quand ça change, c'est vraiment catastrophique au point de vue affaires, donc on ne livre plus. Donc, d'un point de vue business, c'est où dans ta partie legacy où il y a le plus de valeur à investir et tu vas te concentrer sur cette partie-là où tu vas faire un contrat avec cette sous-partie-là qui sera ton provider et tes consommateurs qui seraient ailleurs. Mais tu ne vas pas le faire à large partout. Et donc, c'est où c'est que ça a le plus de valeur. Tu le fais, ça marche, et après, tu le fais à un autre endroit qui a aussi de la valeur. Et c'est petit à petit. Donc là, c'est du travail de longue haleine, mais ça marche en ciblant une sous-partie. Avez-vous une intuition pour éviter les tests end-to-end dans le cas d'une application desktop monolithique? Ah ah, 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 ben, c'est peut-être même plus facile, dans le sens où ce qui est compliqué souvent, c'est qu'il y a plein de services qui interagissent les uns et les autres.
Là, si tu as tout qui s'assemble avec un ensemble de DLL et autres, tu peux faire des mocks et des tests unitaires, hein, qui vont, te permettre c'est la partie mock and replay que tu auras pas, mais il y a plein de stratégies là, donc sur, gérer le legacy et là, je pense que ton application, elle rentre bien, dans ce concept-là. Donc toujours pareil, tu identifies la partie de ton desktop qui est la plus sujette au changement et tu essayes de la rendre la plus modulaire possible et d'investir sur cette partie-là. Et effectivement, là, Pact ne serait pas approprié à mon avis. Là, c'est les mocks et les tests unitaires classiques qui seraient ton meilleur angle d'attaque. Je parle de manière générale parce que je ne connais pas ton application, mais d'extérieur, c'est l'impression que j'ai. Pact est fait vraiment pour l'interaction entre services, pas pour un même composant, enfin un même exe, ou avec la base de données, il n'est pas vraiment fait pour ça. Est-ce que cette approche peut s'adapter au développement d'un nouveau logiciel ou est-ce qu'on s'attend à pouvoir faire l'implantation surtout lors de la maintenance d'un logiciel existant? Ben, c'est un peu les mêmes réponses là que je vais donner. C'est que il faut focaliser sur la partie qui a le plus de valeur. Et donc, dans les développements courants, on peut cibler quelque chose qui est vraiment sujet à changement fréquent, où ça vaut le coup, et après que ça parte en maintenance. Est-ce que Packflow prend en charge les métriques du code coverage? Non, mais ton pipeline YAML le permet et l'exécution des tests sont tracés aussi. Dans l'exemple que j'ai donné, le code coverage est inclus et les fichiers TRX aussi. Donc tu peux le calculer ou pas, ça c'est à toi de voir. OK. Mais On vient. c'est un exécutable .NET Test qui génère toutes les statistiques habituelles. J'ai encore un petit peu de questions sur Legacy. Je pense qu'il y a du monde qui a de l'intérêt. Mhm. Quelle serait la meilleure approche pour diminuer les risques de régression sur du code legacy suite à du refactoring dans le but de rentrer le code testable, mockable pour être en mesure de le tester par la suite? C'est parfait. Donc, deux cas, c'est du legacy avec plein de services éclatés ou monolithe, comme on disait là, donc une seule application. Monolith, c'est test unitaire. Et après, s'il y a plein d'interactions à plein de services, Pact peut être utilisé justement pour isoler des composants et gérer les states. Et je pense que là, ça serait une belle stratégie. OK. Après, ce que je vous propose, parce qu'il y a plein de cas qui sont compliqués là, donc peut-être à partir du formulaire, envoyez-moi vos questions, parce que c'est des questions, c'est des réponses générales que je donne, mais on s'entend que c'est tellement complexe ces parties-là, qu'en fonction de certains cas, il y a beaucoup de subtilités là. Mais OK. Pacte, c'est vraiment quand on a plein de services et qu'on s'y perd entre tous les services et qu'on ne sait plus quel service dépend de quel autre. C'est vraiment là qu'il est utile. Puis on va prendre une petite dernière. À quel niveau doit se situer le pack broker? Un seul par équipe, par produit, par ligne d'affaires, par entreprise? Est-ce que le state de pack est versionné? On parle de Voilà. Git. Ouais, donc là, c'est une bonne question. J'ai pas trop développé cette partie-là. Donc, le Pact Flow que j'ai montré, en fait, c'est une offre SaaS qui est fournie par une compagnie qui gère le multi-équipe, qui gère, si on veut aller plus loin, l'authentification par SSO. Donc il y a vraiment toute la Rolls-Royce qu'on peut imaginer pour ce genre d'outil. Et comme c'est une offre SaaS, elle monte en version automatiquement. Si on veut la déployer sans passer par cette compagnie-là, c'est un projet open source Pact et le Pact Broker peut être déployé dans un conteneur Kubernetes. Forcément, dans ce cas-là, il faut que tu gères la partie base de données qui est, je crois, en PostgreSQL de ce que je me rappelle. Et après, ben, il y a les upgrades que tu dois gérer, les patchs, les machins, les choses. Donc, c'est voilà. Et dans ce cas-là, la partie Pact Broker, je suis pas certain que j'ai vu ces fonctionnalités d'équipe. Donc là, je pense qu'il faudrait que on fasse un Pact Broker euh, par système, mais il y aura toujours des interactions entre systèmes. Donc là, il faudrait peut-être voir une dynamique de les interactions à l'intérieur d'un système, après peut-être des interactions intersystèmes. Je ne sais pas encore là comment on pourrait faire cette partie-là. OK. Excellent. Je vais repartager le lien que tu m'avais donné pour ton questionnaire, Olivier, c'est correct? Mhm. Puis, je tiens à m'excuser, c'est moi qui s'est trompé dans l'horaire. Donc, certains m'ont parlé de 10 heures de retard puis tout ça, mais dans la transcription de l'horaire de la journée, j'avais été mis à 10 heures, mais c'était vraiment prévu à 9h50. Donc, Ok. c'est mon erreur, désolé. Donc, pour les autres, attendez-vous pas à avoir du retard comme ça.
Sinon, ben, je tiens à te remercier, Olivier. Merci pour ta collaboration et les informations qui sont là ici. Donc, ce que je vois, tu as beaucoup de disponibilité, tu es ouvert aux discussions. Donc, n'hésitez pas à communiquer Exactement. avec Olivier. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée pour la fin.